Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui à la tribune du Parlement populaire, nous recevons pour vous monsieur Jean-Paul Mabaya Kapai. Monsieur Mabaya, vous êtes juriste de formation, titulaire d'une licence en droit public de l'Université de Kinshasa, également détenteur d'une maîtrise en droits fondamentaux et contentieux constitutionnels de l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Vous êtes diplômé de l'ENA en France, promotion Arc-en-Ciel. Vous êtes juriste du développement économique, porté sur les questions de la corrélation entre les dynamiques institutionnelles et le développement des nations. En novembre 2015, avec deux autres co-auteurs, vous avez signé un article majeur sur la problématique intitulé « Quelles réformes institutionnelles pour inscrire la RDC dans le cercle vertueux de la croissance inclusive ?» Article paru à la Revue congolaise de politique économique. Au plan professionnel, après avoir longuement servi à la DGDA, vous avez successivement été conseiller en gouvernance au sein de l'agence britannique DFID, conseiller en charge de la conduite du changement au ministère des Finances, puis conseiller principal du Premier ministre en charge des réformes institutionnelles. Vous êtes décrit comme fondamentalement intègre, méthodique, brillant orateur, féru des idées et des livres. C'est bien cela? Si on veut. Et pour finir, vous êtes coordonnateur du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique, PRRAP en sigle, qui est un projet de gouvernance de la Banque mondiale qui appuie la réforme de l'administration publique en RDC, réforme dont vous êtes par ailleurs l'un des concepteurs. Monsieur Mabaya, bonsoir. Bonsoir, madame. Avant toute chose, promettez-nous de faire un usage large, mais responsable de votre liberté d'expression. Pour cela, je vous invite à faire un petit exercice. Je vous prie de répéter après moi, la main sur le cœur, je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Mabaya, pour commencer, lorsqu'on lit votre CV, on est tout de suite frappé par l'omniprésence, je dirais, du groupe de mots « réforme institutionnelle » tout au long de votre parcours. Pourquoi un tel intérêt à la question des réformes ? Alors, je vous dirais une chose, madame, c'est que pour tout esprit qui s'interroge, je dirais même par voie de conséquence qui s'intéresse à la question de l'évolution des sociétés humaines en général, et peut-être plus particulièrement à l'évolution de sa société, de la société contemporaine, je dirais, à un tel esprit, il est important de retenir une chose, c'est que je considère personnellement que les réformes institutionnelles sont à l'évolution des sociétés, je pourrais même m'oser en disant à la survie des sociétés. Les réformes sont ce que l'adaptation est à la loi de la sélection naturelle en biologie évolutive. Donc en un mot, l'histoire nous enseigne, madame, que les sociétés humaines, entités vivantes comme les individus, celles qui n'évoluent pas, celles qui ne s'adaptent pas, finissent par dépérir. Je pense que c'est une question importante pour nos sociétés. Il est temps que, en tant que, je dirais, pas seulement philosophes, mais férus des questions de développement, il est temps que nous nous y intéressions. Si l'on comprend bien, et pour aller droit au but, peut-on soutenir que le sous-développement et la pauvreté ne sont que la résultante d'une offre insuffisante des réformes institutionnelles ? Alors vous évoquez des concepts importants, sous-développement, pauvreté et offre de réformes institutionnelles. Avant de prendre un envol sur cette question, permettez-moi de prendre un peu d'élan sur les épaules d'un géant. Je vais faire référence à Thomas Hobbes, qui est l'un des premiers philosophes contractualistes, qui explique de manière très simple en disant: pour quitter l'état de la nature, évoluer vers les sociétés civiles, ça veut dire organisées selon des institutions acceptées communément, il a fallu que l'individu qui est... L'être humain est un animal. Et un animal vit en fonction d'un instinct. Nous sommes tous animés par cet instinct de survie, qui est l'instinct primaire à tout animal. Lorsque dans une société, l'ordre n'est pas garanti, l'individu finit par retrouver un instinct de survie. Et quand vous parlez de l'offre des réformes institutionnelles, la dualité de la pensée veut qu'à l'offre corresponde en réalité une demande.
Et ce que Thomas Hobbes a voulu transmettre aux générations dont nous aujourd'hui, c'est de dire qu'il existait déjà une demande, un besoin d'ordre. C'était une demande. Et à cette demande, il a fallu une offre. Ça veut dire le Léviathan, parce que c'est l'intitulé de l'ouvrage qu'il nous lègue, 1651. Le Léviathan, dans un contrat, a dit « Je vous garantis votre sécurité, la sécurité des biens et des personnes, mais en contrepartie, vous me laissez à moi de gérer le monopole de la violence légitime. » Nos sociétés sont mues en réalité par cette dynamique, hein, madame. Lorsque vous regardez le système des Nations Unies, composé de 193 nations, sur le chemin du développement, on parle du G20. Ce sont les pays les plus riches, n'est-ce pas, qui mobilisent grosso modo 90% du PIB mondial. C'est presque 10%, madame. Lorsque vous regardez, vous intéressez à l'index de développement humain des Nations Unies, les pays développés, c'est 40 pays. C'est presque 20%. Donc en réalité, on pourrait simplement en revenir à une réalité évidente, c'est que la pauvreté est la règle, la richesse, le développement sont l'exception. Voilà, en résumé, pour dire, les sociétés qui ont été capables de répondre par une offre suffisante sont celles qui ont effectivement pris le chemin du développement. Pour enchérir sur ma question précédente, dans votre article de 2015 dont je parlais tout à l'heure en introduction, vous avez postulé l'existence d'un marché de demande et d'offres de changements institutionnels. Est-ce que la demande aujourd'hui en RDC n'est pas celle d'un changement de système politique en faveur d'une dictature de développement? Platon déclarait d'ailleurs à propos, et je me permets de le paraphraser, « Lorsque le peuple n'est pas assez instruit, la démocratie est un poison ». Qu'en pensez-vous, M. Mabaya? C'est une question hautement philosophique. Je pense que tout esprit qui s'intéresse justement à ce questionnement, pourquoi certaines nations sont riches et d'autres, non pas seulement sont pauvres, mais s'enlisent dans la pauvreté, c'est une tentation que l'on peut comprendre. Mais en réalité, on ne va pas réinventer la roue, hein. L'histoire nous enseigne effectivement que au sortir de la période coloniale, qui était une période de grand diktat, n'est-ce pas, les premières nations post-coloniales en Afrique ont choisi le modèle démocratique. Mais que très vite, nous avons tous vécu ce qu'on a appelé le parti-État, donc des régimes monolithiques, excusez-moi. Mais est-ce que cela a nécessairement mis les États africains sur la voie du développement? Moi, j'irais plutôt vers... alors, j'évoquerais plutôt un auteur, sociologue, il s'appelle Robert Michels, qui en 1914 produisait son œuvre maîtresse, qui est intitulée comme ceci, « Les partis politiques », alors il met 2 points, et c'est sur les tendances oligarchiques des démocraties. Ce disciple de Max Weber nous enseigne, nous lègue une notion fondamentale pour moi, qui répond non pas à la dictature, on peut parler de dictature éclairée, mais en réalité, les sociétés sont tenues par la loi des reins de l'oligarchie. En résumé, ce qu'il dit, c'est ceci. Toute société, quelle qu'elle soit, primitive, micro-sociétés, même les plus grandes, hein, les plus évoluées, finissent dans l'organisation du pouvoir par déléguer la gestion du pouvoir politique à quelques individus. Je pense que c'est là que se situe la clé. C'est la qualité de l'oligarchie que vous avez mise en place pour assurer la gestion politique de vos cités. C'est de celle-là que dépend un développement, évidemment, qui nécessite une vision et des efforts dans la durée. Ok. Si là n'est pas la question de fond, à la suite de Acemoglu et James Robinson, dont vous parlez beaucoup d'ailleurs, quel doit être le bon ordre pour la RDC finalement? Faut-il commencer par l'éducation qui engendre ensuite des hommes forts, puis des institutions fortes et inclusives, ou plutôt commencer par des hommes forts qui favorisent l'avènement des institutions inclusives, pourvoyeuses d'une éducation de qualité? Concrètement, M. Mabaya, comment favoriser ce cercle vertueux du bien-être collectif en RDC? Question très difficile parce que ça pourrait être un peu le schéma de l'œuf et de la poule, qu'est-ce qui vient avant. Mais de manière fondamentale, c'est vrai, la question de l'éducation, elle est cruciale. Parce que l'histoire des sociétés nous apprend, madame, que au type d'éducation mise en place par des sociétés correspondent des individus que la société veut produire. La société grecque antique a mis en place un modèle d'éducation qui a produit des philosophes.
Juste à côté, Sparte, qui était une cité guerrière, son système d'éducation a permis de produire des guerriers qui ont conquis toute l'Europe, finalement, hein, à l'époque. La Rome antique, c'est pareil. Les sociétés religieuses du Moyen-Orient ont généré des types d'individus extrêmement religieux. On le vit encore aujourd'hui. Je pense que c'est... Et maintenant, on peut dire que la colonisation par laquelle nous sommes passés avait visé à produire, j'allais dire, une main-d'œuvre, rien d'autre. Je pense que l'éducation est le paradigme qui permettra effectivement de générer non seulement des individus forts, des individus éclairés, mais également dans une dialectique de l'offre et de la demande, une demande qui permettrait justement d'exiger d'avoir des hommes intègres, des hommes forts. Il est temps que nous nous attaquions à notre système éducatif. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ces grandes idées, M. Mabaya. À présent, question un tout petit peu personnelle. Nos investigations indiquent que le projet PRRAP, dont vous êtes coordonnateur, était au bord de la fermeture et que c'est vous qui l'avez redressé. Et pour parler comme Steven Landsberg, que vous aimez bien citer avec sa célèbre phrase « Les gens réagissent aux incitations ». Quelles incitations avez-vous fournies pour réussir ce challenge? C'est vrai que ce n'est pas un exercice facile que de parler de soi, mais vous l'avez évoqué au début. Je pense que je me définis comme un passionné des questions institutionnelles. Et les institutions, comme définirait Douglas North, qui est considéré comme le père de la nouvelle économie institutionnelle, il dit « Ce sont les règles mises en place par les individus au sein d'une société pour réguler les échanges. » Alors, il parle des règles formelles, mais informelles aussi. En réalité, quand on parle d'offre et de la demande, il y a toujours une incitation dans les échanges. Ce que j'ai tout de suite perçu en faisant l'économie institutionnelle de la réforme dans notre pays, c'est qu'une réforme, elle pourra toujours avoir le bon discours. Mais en réalité, les individus, alors comme disait Landsberg, Steven, il disait, c'est vrai, les individus répondent aux incitations. Et le reste, pour lui, il dit, c'est de la littérature. Parce qu'en réalité, un individu, ça veut dire qu'il vit dans une société, sur un espace territorial donné, avec des ressources données. N'oubliez pas, je l'ai dit en début de cette émission, nous sommes tous des êtres d'abord biologiques. L'individu va chercher la survie. Et en réalité, le reste, c'est pour ça qu'il dit que c'est de la littérature, les individus sont suffisamment, je dirais, passez-moi l'expression, malins, mais en tout cas pour tirer profit d'un système. Je me suis rendu compte que malheureusement, c'est peut-être une responsabilité partagée, mais que dans le secteur public, les réformes qui sont pilotées étaient prises en otage par un système. Et donc ce que j'ai fait, c'est de briser un peu certaines incitations, en général des incitations, je dirais, rentières, pour les remplacer par des incitations beaucoup plus nobles. Ça veut dire replacer le fonctionnaire et la fonction publique dans ses fonctions régaliennes. J'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas le projet qui fasse et qui prenne en main les missions fondamentales de l'État, mais plutôt d'accompagner nos cadres de l'administration publique à assumer leurs responsabilités. Et je pense que c'est cela qui les a motivés et qui a permis, je pense, de redresser ce projet. Pour finir, M. Mabaya, nous avons bien compris que les réformes sont indispensables, mais l'histoire nous enseigne qu'en général, les réformes mangent leurs initiateurs. Quelle approche suggérez-vous aux réformateurs congolais actuels et futurs? Encore une fois, je vais m'appuyer en montant sur les épaules des géants et je vais citer Lee Kuan Yew, qui est cet homme politique qui a mis en place la cité-État Singapour moderne, qui a sorti véritablement, et j'emprunte le titre de son livre, hein, du tiers-monde à la prospérité. En 3 décennies, Singapour, qui était au même niveau de PIB que la RDC dans les années 60, a atteint les niveaux de la Norvège en 3 décennies. Alors, il dit ceci, « Mon rôle en tant que leader n'aura pas été de survivre, mais de me trouver des successeurs. » Je pense que sur la quête du développement, les réformateurs ne devraient pas avoir comme ambition de se regarder eux-mêmes, mais c'est plutôt de s'inscrire dans une course de relais. Ça veut dire de préparer des relais, de se trouver des successeurs et puis de garantir, un peu comme je l'avais dit, en paraphrasant Robert Mitchell, une oligarchie du bien commun, parce que c'est ce qui nous manque. Et lorsque Acemoglu et Robinson parlent aujourd'hui des justifications de questions du développement, ils le disent. Je pense qu'en sciences sociales, l'unanimité est faite.
ce ne sont plus des questions culturelles qui justifient le développement, ou des questions géographiques, ou des facteurs raciaux. Non, c'est la qualité des règles que vous mettez en place qui vous assure un développement. Merci à vous, Monsieur Mabaya, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous espérons vous recevoir très prochainement pour discuter des sujets encore plus intéressants. Quant à moi, je retiens de cette émission que de la pauvreté à la prospérité, il n'y a point de fatalité et qu'il suffit de bâtir de bonnes institutions pourvoyeuses des biens publics. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube du Parlement populaire pour connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci et à bientôt. Merci.